Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous découvrez tout comme moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce lundi 21 juillet de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Héroïne Papanam. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, la deuxième délibération des résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2025. Les candidats admis sont invités à retirer leur relevé de notes à compter de ce lundi. Elle nous en parlera. Elle nous fera suivre cette rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et les patrons d'entreprises en République du Bénin. Une rencontre qui a fait la une des gros titres parus ce jour dans la presse locale. Notez également qu'au sommaire de ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre également notamment l'inhumation de Sonia Anik Agbantou, qui a été la première chef programme de ESAE TV, notamment en 2015, où ESAE TV faisait son entrée dans l'univers médiatique béninois. Dans la page des sports de ce matin avec Anaël Vianney-Dohou, les jeunes talents béninois se préparent pour les Jeux africains scolaires U17 Algérie 2025. Le reporter sportif nous fait savoir également que le Bénin s'impose face au Cameroun à la CAN de mini-football. Saturnin Lagbé rebondit en National Z. Analdo nous parle notamment de l'actualité sportive juste après le bulletin matinal d'information. La définition du jour de ce lundi sera avec Morissette Semasoussi. Faire une belle jambe sera l'expression à découvrir. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa. Quelques solutions naturelles contre les oreilles bouchées vous seront exposées. Le prénom du jour sera avec Stéphanie Lokosu. Les prénommés Sika seront à l'honneur ce jour sur Free Matin. Les prévisions astrologiques avec Ruth Tata. On croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous. Les natifs du signe taureau paraissent les plus favorables. D'ici, cette journée est la vôtre, vous n'aurez pas à forcer votre talent, toutes les portes vous seront déjà ouvertes. Et juste après les prévisions astrologiques, j'aurai à recevoir pour vous Rachidi Ojo, qui est expert en géostratégie. Il est également analyste politique. Avec lui, nous parlerons de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie septentrionale du pays, notamment la lutte contre le terrorisme. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin, juste après l'instant pub qui vante les prouesses du Centre national de sécurité routière CNSR. Juste après cela, on se retrouve pour découvrir ensemble les unes de ce lundi 21 juillet de l'an 2025. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette nous propose rencontre entre le chef de l'État et le patronat du secteur privé, les doléances du secteur privé, le Cana écrit, contre Patrice Talon, président de la République du Bénin, et les acteurs
acteurs du secteur privé béninois vendredi dernier. Le dialogue a été des plus sincères et des plus francs. À la faveur d'une rencontre au palais de la Marina, le chef de l'État a ouvert son cœur tout en recevant les doléances du patronat du secteur privé. L'article qui rend compte de ce conclave est à lire à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, journée de l'artisan béninois 3e édition, le savoir-faire local honoré et célébré. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, fichier électoral, les nouvelles de l'audit pour la semaine prochaine. Retrouvez l'article à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de la rencontre au palais de la Marina. Patrice Talon et les opérateurs économiques en symbiose, retient le canard. En illustration, une image prise au cours de la dite rencontre, pas dit au cours du dit conclave. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Journée de l'artisan béninois 2025. Hommage au génie créateur. L'article qui vous renseigne à lire en page 4. Ouverture de son centre d'affaires Vega Aglo, BGFI Banque Bénin consolide son ancrage à la G10. Le quotidien Fraternité ce matin manchette parle de surcharge routière des transporteurs. L'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, lance la riposte. Les différentes infractions et leurs amendes vous sont exposées à la page 3 de la livraison. Le matinal ce matin manchette appelle à manifestation populaire pour de prétendus enlèvements politiques. Les artisans de la cacophonie veulent renaître. Le canard écrit que le 18 juillet 2025, un groupe d'organisations et de syndicats bien connus de la scène contestataire béninoise a diffusé un appel à manifestation publique pour le 23 juillet prochain. Se disant indignés par une prétendue série d'enlèvements politiques, ces organisations appellent les populations à descendre dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Attention à la manipulation, exclame le quotidien Le Matinal. Son article analytique de ce communiqué rendu public signé notamment le 18 juillet dernier. Retrouvez l'analyse à la page 10 de la livraison de ce matin. Contribution au développement du Bénin, Patrice Talon échange avec le patronat des entreprises privées. Le quotidien Matin Libre ce matin manchette communique. Chargement hors norme au Bénin, le ministère du cadre de vie et des transports hausse le ton. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, baccalauréat session de juin 2025, les relevés de notes disponibles dès ce jour, nous informe le quotidien. Le Béninois libéré nous libère ce matin manchette, manipulation spirituelle, Jacques Ayadji harcelé sous couvert d'un festival religieux. Que comprendre de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la page ce matin du quotidien. Le potentiel en manchette, chargement hors gabarit au Bénin, les contrevenants exposés à des sanctions. Le ministère du cadre de vie et des transports prévient. Retrouvez la dite correspondance à la page 4 de la livraison. Échange entre le chef de l'État et les patrons d'entreprise. Patrice Talon séduit les capitaines d'industrie au palais. Le Bénin, nouvelle vitrine africaine de l'investissement privé. On lit également à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, dérapage rituel et profanation de sépulture dans le département de la Donga, un crâne humain utilisé pour fertiliser des champs à Copargo, un paysan exhume son frère pour un rituel agricole, 3 personnes interpellées. Retrouvez le récit des faits à la page 10 de la proposition. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste ce matin manchette, parle de la promotion des affaires. BGFI Banque ouvre un centre d'affaires Vega à la G10. Quels sont les enjeux qui y concourent? Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Bénin intelligent ce matin manchette, nouveau directeur général Memcap, Hippolyte Ebaïchier,
promet une SB2E plus fiable. On lit à présent la une de Libération, partenariat public-privé, Patrice Talon à bâton rompu avec les entrepreneurs, un dialogue franc pour recueillir les préoccupations des investisseurs. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. La Nouvelle Tribune, réseau national du Bénin, Celtis dévoile l'intelligence de son réseau. Baccalauréat session de juin 2025, les relevés de notes disponibles dès ce 21 juillet 2025. Affaire Hugues Koman-Sosoupé, Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, dément toute interpellation hors cadre légal. Le matin à présent, session parlementaire d'avril à juillet 2025, Vitali Boton expose les grandes réalisations législatives, 14 accords de financement validés par les députés, 6 événements majeurs marquent la première session ordinaire de l'année 2025. L'article qui rend compte de cette sortie médiatique est à lire à la page 3, à la page 2 autant pour moi, de la livraison. Porto Novo, tourisme culturel, la deuxième édition du Festival des Masques, les 2 et 3 août prochains, nous rappelle le matinal. Les 4 vérités ce matin à sa une. Face à une situation qui perdure à Aboumé-Calavi, le SOS de la Reine-Mère Arantou d'agent Akaba Patrice Talon, Yvon Détienou et aux autres est à lire à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin, chronique de Christelle Houdonbo Alioza, présidente de la Dynamique Chat. Savez-vous que le mot merci peut produire, savez-vous ce que le mot merci peut produire dans votre vie? C'est un titre interrogatif. La tribune est à lire à la page 2 de la proposition. Gasquiani Info pour ses lecteurs ce matin, présidentielle de 2026, l'équation complexe de l'opposition. En illustration, une image de Benefoul de l'ancien président de la République, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates, en la personne de Thomas Boni Yahi. On lit à présent la une de l'emblème du jour, suite à une plainte auprès de la CNIN du Centre national d'investigation numérique et de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'emblème du jour présente ses excuses à Louis Béounou Vlavonou. Quels en sont les fondements? Éléments de réponse à la page 3 de la livraison. La primeur à présent. Secteur privé, Patrice Talon ouvre un cadre de dialogue avec les opérateurs économiques. Médias béninois, une nouvelle équipe à la tête de la PADEM. Hilarion Kenyon, élu président, appelle à l'unité des hommes des médias. Le quotidien L'Investigateur du jour ce matin à sa une. Présidentielle de 2026, pourquoi l'opposition doit rester soudée, s'interroge le Canard. En l'illustration du titre du Canard, vous avez les photos ci-après. Léadi Vinayon Soglo, qui est ancien maire de la ville de Cotonou. Vous avez Joseph Djogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, actuel président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous avez Gabriel Lorex Ajavon, qui est un opérateur économique, ancien candidat à la présidentielle. Vous avez également Éric Rondeté, vice-président du parti politique Les Démocrates, député au Parlement. Vous avez Sébastien Germain Ajavon, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 et opérateur économique. Vous avez Nourenou Akadé, qui est vice-président également du parti politique Les Démocrates. Il est également député au Parlement. Vous avez un ancien fonctionnaire comme Daniel Eda, qui est candidat déclaré pour l'élection présidentielle de 2026. Notez également que vous avez l'ancien ministre, l'ancien député Ganiou Soglo. Vous avez également l'ancien ministre de la Justice, candidate à l'élection présidentielle 2021, mais qui est sous les verrous, notamment Rekia Madougou. Et vous avez également Joël Frédéric Aïvo, qui se retrouve également dans la même situation que Rekia Madougou. Il est en prison également, il est universitaire. Que comprendre du titre que publie le Canard, retrouvez son article intégral dans les colonnes de sa proposition de ce matin. On lit à présent Le Pays émergent. Des entraînements expatriés, des entraîneurs autant pour moi expatriés à la tête des sélections nationales de jeunes, Vincent Roturo et Raymond Tchaye, un gâchis à prix d'or, s'interroge le Canard, vivement que les responsabilités soient utilisées, soient situées autant pour moi après l'échec des Guépards Juniors au tournoi de l'UFOA B U20 qui se déroule à Pram. Le quotidien Le Télégramme ce matin manchette parle de la rencontre Patrice Talon et les chefs d'entreprise au Bénin. Le Bénin, une vitrine crédible pour l'investissement en Afrique.
d'Afrique. Loi organique sur la Cour constitutionnelle du Bénin. Les griefs de l'opposition parlementaire contre la modification de cette loi. Les députés membres du parti politique Les Démocrates y voient une restriction des droits des citoyens. Fête annuelle d'action de grâce et de reconnaissance du temple Miséricorde divine d'Ataké. Une manifestation qui s'annonce grandiose. La nuit de la moisson sera animée par l'artiste Raphaël Chéhi et son groupe le 1er août 2025 à 19h. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Arrestation de Steve Amoussou et de Hugues Komlan-Sosoukwe. La peur gagne. Les exilés politiques accueillent le prochain tour, s'interroge le titre. La guérite ce matin à sa une législative de 2026. Léon Basila Rossi met au défi la mouvance d'avoir les 20% partout. Le deuxième vice-président du parti politique Les Démocrates cite quelques circonscriptions clés. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution de ce matin. La tribune de la capitale, renforcement des capacités sur la cartographie des risques. Louis Vlavonou imprime sa vision d'une administration parlementaire moderne et performante. On lit à présent la une du quotidien L'Observateur, tournée de remobilisation de la 19e circonscription électorale. Aliatou Matisse pose les fondations d'une victoire du bloc républicain. Des échanges francs avec la base sur les enjeux électoraux à venir. L'autre quotidien ce matin, fin de la première session au titre de 2025 à l'Assemblée nationale. Vitali Boton expose une riche moisson du bilan parlementaire. La cloche ce matin, Bénin, densification du climat des affaires. Patrice Talon à cœur ouvert avec le patronat du secteur privé. Vie associative dans le secteur des médias. Hilarion Kenyon prend les rênes de la PADEM Bénin. Il conduit un bureau exécutif de 17 membres. Retrouvez les identités des différents membres dans les colonnes de la parution. La Nouvelle Gazette, activité politique de la commune de Dassa, des jeunes leaders de l'Union progressiste Le Renouveau, de Les Démocrates et de Moël Bénin. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin de Kpangouyan rallie le bloc républicain. Que comprendre de cette activité politique et quels sont les enjeux qui y concourent? Retrouvez l'article aux pages 5, 6 et 7, notamment avec un album photo. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour de la presse locale. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Héroïne Papanam, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Annelle Vianney-Dou, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'invite aux candidats admis au baccalauréat session de juin 2025 de venir retirer leur relevé de notes à compter de ce lundi. Les candidats admis après la première et la deuxième délibération des résultats de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2025 sont invités à retirer leur relevé de notes. Cette opération qui débute ce lundi 21 juillet 2025 et prend fin le mardi 22 juillet 2025 se déroule simultanément dans les centres de composition. Les candidats doivent se présenter munis d'une pièce d'identité ou d'un justificatif de participation à l'examen. À l'examen, et puis le président Patrice Talon a reçu le vendredi 18 juillet dernier plusieurs chefs d'entreprise au palais de la Marina. Et oui, le président Patrice Talon a reçu au palais de la Marina à Cotonou plusieurs chefs d'entreprise du secteur privé. Organisée dans une ambiance décontractée, cette rencontre a permis aux chefs de l'État d'échanger directement avec les opérateurs économiques sur les enjeux du climat des affaires au Bénin. Plus de détails dans cette capsule vidéo. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès.
Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin qui tout doucement montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. C'est cela nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, de travailler. Qu'on soit artisan, qu'on soit zémédian ou qu'on soit importateur ou industriel, si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. Le laboratoire d'analyse des systèmes et technologies avancées a organisé le mercredi dernier la journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Effectivement, le laboratoire d'analyse des systèmes et technologies avancées a organisé le mercredi 16 juillet 2025 la journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Cette initiative a permis de formuler des recommandations pour le mieux-être des Béninois. Le reportage avec Anaël Dou. Journée scientifique de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin. Organisée par le Laboratoire de sciences et technologies des aliments, l'ASTA, en collaboration avec l'ONG ADESCEN et avec le soutien financier de l'organisation GAIN, cette première a été placée sous le terme « Ensemble pour une alimentation sûre, la science comme boussole ». La sécurité sanitaire des aliments revêt une importance stratégique. Elle permet non seulement de mieux protéger les populations contre les risques microbiens, chimiques et nutritionnels, mais également de renforcer l'image des produits locaux, d'encourager leur consommation et de stimuler la compétitivité de nos entreprises agroalimentaires, qu'elles soient grandes ou petites, formelles ou informelles. Face à ces enjeux multiples et interdépendants, il devient impératif de renforcer la concertation entre acteurs publics, privés, scientifiques, communautaires et consommateurs. Cette journée s'inscrit dans une double dynamique. D'abord, dresser un état des lieux dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et ensuite engager une réflexion collective et prospective afin de formuler des propositions concrètes pour asseoir durablement la salubrité des aliments au Bénin. Cette journée, un rendez-vous stratégique, s'illustre donc comme une plateforme inclusive de dialogue entre les parties impliquées dans le système alimentaire. La science, qui est mise au centre de cette initiative, entre dans la vision de l'organisation GAIN. La sécurité sanitaire des aliments constitue un enjeu crucial, non seulement pour la santé publique, mais également pour la confiance des consommateurs que nous sommes tous, la compétitivité des entreprises et la transformation durable de nos systèmes alimentaires. Chez GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, nous avons fait le choix de placer la science au cœur de notre mission au Bénin. Aujourd'hui, cette journée scientifique représente une opportunité unique pour vous et nous de renforcer les passerelles entre le monde scientifique, les régulateurs, les entreprises et les citoyens que nous sommes tous. Elle vise à partager les résultats de recherche, à présenter des innovations locales et à favoriser l'émergence des solutions concertées
pour renforcer la sécurité sanitaire des aliments ici chez nous au Bénin. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Une conférence scientifique et débat sur le rôle de la recherche dans la gestion des risques alimentaires au Bénin, animée par le docteur Sylvain Dabadé, et un panel entre les acteurs du système alimentaire qui ont donné satisfaction aux participants. Je voudrais quand même saluer cette journée scientifique qui met ensemble les décideurs politiques, les chercheurs, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et les consommateurs, tous les acteurs du secteur de l'alimentation pour réfléchir ensemble sur, on va dire, les résultats des recherches en matière de sécurité sanitaire des aliments. C'est une très belle initiative parce que c'est la toute première édition depuis qu'on est en train de faire la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Il n'y a jamais eu une journée scientifique pour assurer une qualité saine de tout ce que nous allons consommer. Il faut de la recherche. L'évaluation des risques, l'une des composantes de l'analyse des risques, elle doit toujours être faite par les scientifiques. Donc les scientifiques sont au cœur de l'évaluation des risques. Et donc, une telle journée qui marque la journée internationale, c'est une très bonne chose. À l'issue des assises, des recommandations ont été formulées à l'endroit des scientifiques, des autorités de régulation, des entreprises agroalimentaires et des consommateurs pour le mieux-être du secteur alimentaire au Bénin. Décédée le 23 juin, l'animatrice béninoise, première chef programme de ESAE-TV, Sonia Annick Agbantou, a été conduite à sa dernière demeure ce week-end. Sonia Annick Agbantou a été inhumée ce samedi du 9 juillet 2025 au cimetière municipal de Porto Novo. Au terme des différents hommages et de l'inhumation, quelques proches et amis se sont confiés au micro de Francis Farami et Nansrine Fatoumbi. Suivons-les. Sonia Agbantou, c'est une grosse pète et sa mort est inadmissible. Elle est morte certes, mais elle est vivante. Et dans les souvenirs, elle est vivante. Mais on aurait pu la voir vivante. Et donc je pense qu'elle a fini sa mission parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé bravo, certes. Mais moi je pense personnellement qu'elle est en cours de route, elle n'avait pas fini sa mission. Vos âmes bien nées, la valeur n'attend point le don des années. Pendant ce séjour qu'elle a eu à faire sur terre, elle a impressionné tout le monde. Et elle a essayé d'élever la notoriété de la famille, ce qui nous a beaucoup honorés. Et nous sommes venus lui rendre un dernier hommage. Que son âme repose en paix. Sonia Makunde ma jomi doni e dogodo miwe. Dogbe me fi yero nu dapi. Yeno kando adogo. Nu nyanya. Yeno kando kome buno yanfo buno sonsona we. Me hole no do nu awadai we awadu. Sonia wadagbe. E wadagbe na tolole bi. E wadagbe na mi dagbe makano don. Donc au fil de to henu mi ton mi de mi to popo henu mi ton lepo abi po me de po bo me lo te dagbe wa mi mo ya onyu adavoni me lo budo mi ouais mi no ato afie ton vie. Perdre une sœur, une consoeur comme ça dans la fleur de l'âge. Sonia, elle tend vers la quarantaine. Et pour qui connaît Sonia, Sonia c'est une femme toujours joyeuse. Elle a toujours partagé la joie autour d'elle, une femme directe, qui te dit toujours ce qu'elle pense et tout. Quand tu la vois agir, même aujourd'hui, tu comprends qu'elle avait une mission précise sur cette terre. Elle vient de l'accomplir et il a prié au Seigneur de la rappeler quand il a voulu. Moi, j'ai connu Sonia, ça fait plus de 25 ans. Ça fait plus de 25 ans. Et j'ai suivi Sonia pendant tout son parcours et elle a beaucoup animé la vie des Béninois jusqu'à se retrouver en France et tout ça. Donc c'est que des sentiments de tristesse et ça nous sert de leçon. C'est la première fois que la vie n'est que vanité des vanités. Posons des actes positifs, posons de bons actes. Et Sonia voyait tout le monde qui est venu derrière elle.
Depuis hier, les artistes, les animateurs, ils ont tout laissé pour se retrouver autour de Sonia. Je nous souhaite une fin pareille aussi, parce que quand tu as vécu et que le jour de ton départ, de ton enterrement, tu n'as pas du monde autour de toi, c'est à croire que tu n'as pas marqué positivement les gens. Donc je pense que ce n'est pas le cas pour Sonia. Au nom de tous les animateurs, au nom de tous les artistes du Bénin, au nom de tous ceux que Sonia a eu à côtoyer, une fois encore, je présente mes condoléances aux familles Agbantou, Lalaye. C'est dur. Je remercie tous ceux-là qui se sont mobilisés depuis Paris, ceux qui ont pris également la relève ici depuis l'aéroport le jeudi jusqu'à ce jour, ceux qui se sont donnés à corps pour pouvoir faire réussir cet événement. Il est vrai que c'est un événement malheureux, personne n'attendait cela, mais ça a été une très belle organisation que nous avons assumée. Et je remercie également les promoteurs d'organes qui ont mis les télévisions, les journaux, tout ce qui est moyen de communication, ceux qui sont également accros des réseaux sociaux, ceux qui étaient en train de faire du live depuis le jeudi. Je les remercie pour l'accompagnement et pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu faire le déplacement de suivre tout en direct. Vraiment, je leur dis merci. Hier, j'ai vraiment été positivement impacté par tout ce qui a été dit sur elle. Je la connaissais dans les médias, dans les événements, dans les trucs d'événementiel, mais je ne savais pas qu'elle avait marqué autant sa génération. Je ne savais pas non plus qu'elle était restée à Radio Tokpa. Donc tout ce qui a été fait par rapport à ça hier, les hommages m'ont vraiment ému et m'ont montré que c'est une très bonne personne et qui a eu le temps de laisser un impact positif dans le secteur, dans son secteur d'activité. Elle a laissé un grand héritage. Sonia, elle n'a pas vécu inutilement. Ouais, elle a incité pas mal de filles, de femmes comme elle à aller au micro. Donc celles-là aussi vont essayer de pérenniser ce qu'elle a mis en œuvre. Maintenant, on va se concerter entre animateurs, parce que je représente beaucoup de personnes ici. On va se consulter et puis on verra. Parce qu'elle a laissé des enfants, on verra. Je ne saurais prendre cette décision seule, mais toujours est-il qu'on ne restera pas sans réagir. Nous allons rentrer en négociation avec le ministre de la Culture pour qu'au moins, ne serait-ce qu'une petite salle ou quelque chose soit gratifié en son nom, pour qu'on dise salle Sonia Annick Agbantou. En dehors de ça, c'est d'abord prier pour ces enfants qu'elle a laissés. Et l'autre chose, que Dieu puisse nous donner réellement des consoeurs engagés, comme elle, déterminés comme elle, pour que cela puisse faire grandir le monde des médias au Bénin. Et je vais profiter pour demander à d'autres consoeurs qui viennent d'arriver dans la profession de faire comme elle, d'être déterminés comme elle et être engagés comme elle. Il y a alors au zé à follow doté. Bon, fille ton lait madido adidé au sous quand mairie. Madido adidé gamme Sonia à Saint-Vie. Nous te dis à follow copeto. Mais pour beto et do humbo jete na Sonia et coucan. Mais mon dia. Sonia et coué ma sokune. Mais belle na wa nous de Sonia manote boana c'est ton lait. Dina mo firo le matagan sentiro ya et ton co. Nítorí mọ̀rọ̀ Sonia báyìí gbẹ̀zán tó doit lọ́lọ́dì bẹ́ẹ̀ kára sọ mọ̀rọ̀ mọ̀ fi lọ́lẹ̀ náà mọ̀rọ̀ mọ̀. Je remercie la famille Lalaye Agbantou, la famille Koukoyi. Je remercie tous les collègues de Sonia, les animateurs, les journalistes, tous les hommes de médias. Je les remercie infiniment. Je remercie tous ceux qui sont amis à Sonia et à ses fans, à ses followers. Je remercie tout ce beau monde. Il y a d'autres personnes qu'on n'arrive pas à détecter mais qui apprécient énormément Sonia. Je les remercie tous. Tous qui ont contribué d'une façon ou d'une autre aux obsèques de Sonia Agbantou. Je tiens à témoigner toute notre gratitude. Une dernière actualité pour conclure. Eh oui, la RDC et la FC M23 ont signé un accord de principe pour poser les bases de la paix dans l'est du pays. Le document signé ce week-end en présence du ministre d'État qatarien
aux Affaires étrangères affirme l'engagement des deux parties à rechercher une solution pacifique au conflit à travers la diplomatie et la négociation, conformément aux principes de la Constitution de la RDC, à la Charte de l'Union africaine et celle des États-Unis et au droit international. Les parties s'engagent à coopérer pleinement avec les organisations internationales et régionales dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC afin de protéger les populations civiles et de mettre en œuvre les principes énoncés. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve Anaël Vianedou pour l'actualité sportive. Anaël Vianedou, bonjour à nouveau. Bonjour. Les jeunes talents béninois se préparent pour les Jeux africains scolaires U17 Algérie 2025. À 2 semaines de l'ouverture des Jeux africains scolaires U17 en Algérie, le Bénin affûte sa stratégie. Ainsi, depuis le samedi dernier, 94 jeunes athlètes ont entamé leur 3e mise au vert répartie entre Grand Popo et Cotonou dans une dynamique de préparation intense, exigeante et résolument tournée vers la performance. À Grand Popo, les terrains du stade Omnisport accueillent les footballeurs, handballeurs, basketteurs, athlètes et volleyeurs. Les escrimeurs et badistes, eux, affûtent leurs âmes à la Maison des Peuples d'Agla, pendant que les tennismen s'entraînent dans les cours de l'école primaire publique d'Apapa Centre. D'Apapa Centre et puis le Bénin qui s'impose face au Cameroun à la CAN de mini-football. Le Bénin s'impose 2-0 face au Cameroun pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Avec ce premier succès dans cette compétition continentale, les Guépards totalisent 3 points et sont 3e du groupe B derrière le Maroc et le Ghana. Ce résultat n'a fait pas le sort du Bénin, le Bénin qui sort ainsi de la compétition pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Merci à vous Analdo. Une dernière actualité pour conclure cette page des sports. En quête de stabilité dans les cages, le FC Soré enregistre l'arrivée de Saturnin Alagbé pour sa première saison en National 2. Un renfort d'expérience pour un club de Sévrier bien décidé à se maintenir dans l'antichambre du football professionnel. Merci à vous Analdo pour cette présentation. Merci une fois encore Héroïne Papanam pour sa présentation. À présent, on va convoquer en plateau Maurice Semasoussi et Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Maurice, vous nous faites découvrir l'expression faire une belle jambe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à une expression qu'on entend souvent, mais dont le vrai sens est parfois mal compris. Faire une belle jambe. Dire que quelque chose fait une belle jambe à quelqu'un signifie que cela ne lui apporte rien, que cela ne sert à rien ou que ça ne cherche rien pour cette personne. C'est une manière ironique de dire « ça ne t'aide pas du tout ». Par exemple, si on te dit que tu as gagné un voyage, alors que tu es malade et que tu ne peux pas partir, on pourrait dire que ce voyage te fait une belle jambe. Ou encore, si on te promet une aide que tu ne recevras jamais, cette promesse te fera une belle jambe. Cette expression vient du temps où avoir une belle jambe était un compliment, mais si tu as un problème plus important ailleurs, une belle jambe ne te sera d'aucune utilité. D'autres expressions ou mots peuvent dire la même chose, comme « ça ne te fait ni chaud ni froid ». Ça ne te sert à rien, c'est bien joli mais c'est du vent. Ou encore plus immergé, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Toutes ces expressions soulignent que quelque chose est inutile ou sans intérêt pour la personne concernée. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. On se retrouve à demain pour une nouvelle expression. Merci à vous, Maurice Semasoussi, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces.
Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions naturelles contre les oreilles bouchées. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous avez les oreilles bouchées et cela vous met dans un total inconfort. Eh bien, voici quelques solutions naturelles pour vous soulager. 1. La manœuvre de la Valsalva. Cette manœuvre est une technique simple et efficace pour déboucher les oreilles. Pour ce faire, bouchez votre nez et fermez la bouche. Soufflez doucement par le nez sans ouvrir la bouche. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez que la pression dans vos oreilles diminue. Cette petite pression va permettre de rééquilibrer l'air dans vos oreilles et hop, le tour est joué. Deuxième solution, on a le mouvement de la mâchoire. Ici, il suffit tout simplement de mâcher du chewing-gum ou bâiller pour faciliter l'ouverture de la trompe d'Eustache. Troisième solution, une solution saline. Facile à préparer, mélangez une demi-cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède. Ensuite, remuez jusqu'à dissolution complète du sel. Penchez par la suite votre tête sur le côté, puis tirez doucement votre lobe d'oreille vers le haut et vers l'arrière pour ouvrir le canal auditif. Versez délicatement la solution saline dans votre oreille à l'aide d'une seringue ou d'un compte-gouttes. Gardez cette position pendant 30 à 60 secondes, puis redressez-vous et laissez le liquide s'écouler naturellement. Répétez l'opération avec l'autre oreille. Quatrième et dernière solution, des compresses chaudes. Si la manœuvre de la Valsalva ne suffit pas à déboucher vos oreilles, vous pouvez essayer d'appliquer une compresse chaude. Mais attention, je ne parle pas ici d'une serviette brûlante qui va vous faire fondre le cerveau. Prenez tout simplement une serviette et trempez-la dans de l'eau chaude, pas bouillante, et essorez-la un peu et hop, appliquez-la sur votre oreille bouchée pendant une dizaine de minutes. La chaleur va aider à ramollir le bouchon de cérumen et le faire fondre un tout petit peu. Répétez l'opération 3 à 4 fois par jour si nécessaire jusqu'à ce que votre oreille soit totalement débouchée. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous pour cette présentation, Atifa Olafa. Merci une fois encore à Morissette Semassoussi pour sa présentation. On va appeler en plateau à présent Stéphanie Lokossou et Ruth Tata. Stéphanie pour le prénom du jour et Ruth pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Stéphanie Lokossou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Ruth Tata. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour l'horoscope du jour. Stéphanie, vous nous présentez les prénommés Sika. Bonjour à tous et à tous. Heureuse de vous retrouver ce matin. Nous parlons d'un prénom qui est devenu de plus en plus rare, Sika. C'est un prénom qui signifie l'or. Le prénom inspire une personnalité forte et lumineuse. Il est d'origine béninoise enraciné dans les cultures Fon et Goum. Sika aime prendre soin de ses proches comme un trésor. En amour, elle est passionnée, exigeante et sincère. Le signe astrologique associé à Sika est le signe Lion, symbole de royauté, du charisme et de la chaleur, de la lumière exactement comme de l'or. Les couleurs associées à ce prénom sont les couleurs dorées, blanches et rouge bordeaux. Son chiffre porte-bonheur est le 3. Bonne fête à toutes les Sika et que cette journée vous apporte bonheur. Si vous avez une Sika dans votre vie, envoyez-lui un petit message en ce jour spécial. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Merci aussi à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Tata pour l'horoscope du jour. Oui, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. À vous là. Bonjour à toutes et à tous. Voilà ce que nous réserve le message des astres ce 21 juillet 2025. Bélier, acceptez de ne pas avoir toujours raison et mettez votre ego de côté. Taureau, cette journée est la vôtre. Vous n'aurez pas à forcer votre talent. Toutes les portes vous seront déjà ouvertes. Gémeaux, il ne vaut mieux pas se confronter à vous. Vous ne laissez aucune chance à vos adversaires. Amis conseil, prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir. Vous ne pourrez pas faire marche arrière ensuite. Cher Lion, vous attendez beaucoup de cette journée, vous ne serez pas déçus.
Vierge disponible, vous rendez service, vous en serez récompensé. Quant à vous, Balance, vous serez très disponible pour le plus grand plaisir de tous. Natif Scorpion, il est temps de vous protéger, le meilleur reste à venir. Amis Sagittaire, on a glissé quelques gouttes de bonheur dans votre café ce matin. Vous avez le sourire aujourd'hui. Capricorne, quant à vous, vos efforts ne sont pas vains et vont commencer par payer. Avant-dernier signe Verseau, organisez-vous et prenez le temps. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Poisson, pour finir, musique, film, livre, vous avez envie de vous évader aujourd'hui. Amis internautes, c'est tout ce qu'on peut retenir des prévisions astrologiques de ce jour. Belle journée à vous. Merci à vous, Ruth Tata, pour cette présentation. Merci une fois encore à Stéphanie Lokosso pour sa présentation. À présent, nous passons à la dernière rubrique de ce matin, ce Free Matin, notamment l'invité matinal avec Rachidi Ojo, qui est expert en communication politique et publique et spécialiste des questions de géostratégie. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec Rachidi Ojo, qui est expert en communication politique et publique. Rachidi Ojo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation et d'être très matinal. Alors que le Bénin, longtemps érigé en modèle de stabilité, fait aujourd'hui face à une menace sécuritaire croissante aux confins de nos frontières nord, les inquiétudes se multiplient, les interrogations éprises de pertinence et de légitimité. Comment notre pays en est-il arrivé là? Quelles réponses concrètes et stratégiques apporte l'État béninois face à la pression terroriste? Quelle lecture géopolitique pouvons-nous faire des relations tendues avec certains pays voisins comme le Niger et le Togo? Et surtout, la coopération militaire avec la France dans un contexte de rejet de cette puissance, dans un contexte militaire avec la France, dans un contexte de rejet de cette puissance dans plusieurs pays sahéliens. Est-ce que c'est un choix judicieux ou un pari risqué? Pour décrypter ces multiples interrogations, je reçois pour vous ce matin un fin connaisseur des dynamiques régionales et internationales, un analyste respecté dans les cercles de réflexion stratégique, Rachidi Ojo, expert en communication politique et publique. Avec lui, nous tenterons d'aller au-delà des apparences et de cerner les lignes de force de cette guerre asymétrique qui ne dit toujours pas son nom. Rachidi Ojo, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors d'entrée de jeu, dites-nous, comment le Bénin est-il arrivé à devenir une cible directe des organisations terroristes? Il faut dire que pour qu'un pays soit devenu la cible du terrorisme, il y a de façon classique un cheminement en deux étapes. Laquelle? La première étape, c'est que vous êtes un État et autour de vous, vous avez des voisins qui sont en train de subir les affres du terrorisme. Et à partir de cet instant, vous savez que il arrivera un moment où vous serez directement concerné. La deuxième étape, c'est lorsque l'appétence des organisations terroristes devient vorace. Parce que quel est le but? Semer la terreur, conquérir des territoires pour y faire régner leurs lois et ce que les organisations terroristes considèrent comme leurs valeurs. En réalité, ce sont de vraies contre-valeurs. Et donc, pour le cas du Bénin, effectivement, il y a eu cette première étape où nous avons des voisins directs et un peu plus lointains, pas tellement lointains, qui ont été ces 10 dernières années ciblés, qui ont été ciblés par des organisations terroristes avec des attaques à répétition. Et puis, les choses se sont dégradées très rapidement entre 2019 et 2021. Donc, il y a eu une montée en puissance de ces organisations qui ont conquis des territoires importants. Nous, étant un État frontalier à ces pays, c'est tout naturellement que les terroristes voudront aussi avoir une partie de notre territoire. Pour faire quoi? Pour rallier justement leur base logistique qui se trouve à l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut le dire, c'est le territoire béninois qui crée un petit souci
pour les organisations terroristes en ce qui concerne leur capacité à s'approvisionner. Parce que la base logistique se trouve à l'est, il y a des territoires qui ont été déjà pris au nord-ouest comme au nord-est. Il faut que de l'autre côté de la frontière, donc sur le territoire béninois, que ces organisations multiplient les attaques pour pouvoir, c'est leur objectif, et je sais que le Bénin travaille à ce que cet objectif soit jamais réalisé, prendre une partie de notre territoire, constituer une bande de terre en ralliant la base logistique. Ça va leur faciliter, ça va accroître leur capacité opérationnelle parce que ces organisations pourront s'approvisionner très rapidement en tout, que ce soit en armes, en munitions et même en d'autres ingrédients dont les organisations terroristes ont besoin pour mener les attaques. Donc à partir de cet instant, les attaques, les incursions sur le territoire béninois vont devenir répétitives jusqu'à ce que l'autorité s'affaiblisse. Et j'espère que ça n'arrivera pas, puisque c'est ça l'objectif. Puisque si l'on vous dit aujourd'hui, sur les 114 000 km² de notre pays, quelle est la portion convoitée par les terroristes, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mais ça ne sert à rien d'alarmer. C'est pour ça que nous devons tout faire pour ne pas perdre. Parce que si nous perdons, si ce qui est arrivé à nos voisins qui ont déjà eu à perdre des territoires et qui se battent aujourd'hui à reconquérir ces territoires, si cela arrive au Bénin, ce sera vraiment un grand pas. Non, pas encore le territoire conquis. Même pas 1 mm² de notre territoire n'est cédé aux organisations terroristes. Et cela est à l'actif de notre pays, de son armée, de ses dirigeants. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la fréquence des attaques, l'intensité des attaques, l'horreur qui caractérise les attaques, tout ceci, c'est pour parvenir à cette finalité. Et c'est ça qu'il ne faut jamais laisser arriver. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la lutte contre le terrorisme, parfois ici à Cotonou, et même lorsqu'on est dans des communes non pas nécessairement frontalières, les communes qui sont un peu loin de celles frontalières et qui vivent la manifestation du terrorisme par moment, on ne comprend pas toujours ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est l'avenir de notre pays, c'est la stabilité de notre pays, c'est la préservation de nos valeurs, c'est de faire en sorte qu'un jour, nous ne devenions pas tous des sujets des organisations terroristes qui auraient réussi à ériger, à élargir les sanctuaires pour en faire un califat, et où nous n'aurons plus de droits, nous n'aurons qu'à nous soumettre aux organisations terroristes, parce qu'en ce moment, ce sont elles qui feront la loi. Mais quelle est votre appréciation de la façon dont le Bénin et son armée font face au terrorisme? Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que on n'est jamais suffisamment bien préparé pour faire face au terrorisme, parce que vous avez affaire à un ennemi invisible, mais surtout imprévisible. Si ce n'est que même son invisibilité, il n'y a pas de problème. Mais ce qui inquiète, c'est son imprévisibilité. Parce que en matière de guerre conventionnelle, avant le déclenchement de la guerre, il y a toujours une rhétorique guerrière qui vous alerte, qui vous permet de prendre vos dispositions. Vous savez à peu près quels sont les endroits, les territoires de votre pays qu'il faut sécuriser davantage. Mais ici, il n'y a de rhétorique guerrière qu'après l'attaque. Et cette rhétorique, elle est essentiellement faite de revendications et d'exhibitions de vrais et de faux trésors de guerre. Donc ça change tout. Je voudrais d'abord partager avec vous ce qu'a été le parcours des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme après le 11 septembre 2001. Allez-y. Vous savez, l'Amérique, malgré la puissance de feu de son armée, l'immensité de ses capacités opérationnelles extraterritoriales, on était quand même arrivé sur son propre territoire à vivre la manifestation la plus horrible du terrorisme.
Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée américaine, malgré toute cette puissance, n'était pas préparée à la guerre contre le terrorisme, parce que sa doctrine de guerre était essentiellement axée sur les guerres conventionnelles. Et ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle, les opérations sont généralement asymétriques, et donc il faut s'adapter. Cette adaptation est passée par la mutation d'abord de la doctrine de guerre, donc essayer d'intégrer la menace terroriste à la doctrine de guerre de l'armée américaine. Ensuite, réformer les renseignements, centraliser les renseignements, parce que l'erreur que font la plupart des États, c'est d'avoir des structures de renseignement éparses. C'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que dans un même pays, vous avez plusieurs structures, plusieurs organismes qui sont chargés de collecter les renseignements. Il faut centraliser la collecte des renseignements. Il faut centraliser. Vous savez, à l'époque aux États-Unis, vous avez la CIA, vous avez toutes les autres agences fédérales qui sont chargées de collecter les renseignements. Et parfois, le partage des renseignements n'était pas systématique. Après, il faut augmenter le budget de défense parce que c'est une guerre qui coûte excessivement cher. Alors, pour apprécier la façon dont le Bénin s'organise, je peux vous dire que c'est pratiquement le même chemin que le Bénin a emprunté, s'adapter. Vous savez, après l'épisode de notre compatriote Fiak Bedi qui a été enlevé et puis assassiné en mai 2019, nous avons connu la première attaque directe dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021. La première attaque directe, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que le terrorisme se manifestait de façon violente sur notre territoire. Et puis le 10 décembre, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021, c'était à Porga. Et le 10 décembre, alors que nos soldats étaient en patrouille au cœur de la Pendjari, leurs équipements, le matériel roulant était tombé sur un engin improvisé, un IED. C'est-à-dire que c'est quelque chose que des soldats ont peut-être connu en participant à des missions internationales de maintien de la paix. C'est aussi quelque chose que des chefs militaires ont étudié à l'école de guerre, mais c'était pour la première fois que cela a été vécu dans notre pays. Des soldats qui sont en train de manœuvrer un engin et qui sautent sur une bombe, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Et tout part en éclat. Et le 22 décembre, nous avons encore enregistré notre attaque. Là, ça devient sérieux. Et ça devient très, très sérieux. Donc, très rapidement, l'armée béninoise aussi a essayé de revoir sa doctrine de guerre. Donc, parce qu'après, il faut pas attendre que les gens viennent vous attaquer avant de réagir. Il faut essayer désormais de penser à la flexibilité et la modularité des forces. Parce que généralement, dans les armées, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des unités très lourdes, riches en effectifs. Parce qu'on se dit, quand les militaires sont plus nombreux, on peut gagner la guerre. Alors qu'avec le terrorisme, vous avez besoin d'avoir des unités plus petites, ultra équipées, ultra mobiles. C'est ça la finalité de la modularité. Et ça permet à ces unités de pouvoir se déployer très rapidement et de mener des opérations en offensive, plutôt que d'attendre d'abord d'être attaqué. C'est ce que l'armée béninoise aussi a fait en essayant de créer des unités. D'abord, renforcer l'effectif de l'armée, renforcer les capacités opérationnelles, former davantage, donc créer ces unités-là, et après essayer... Elle a revu la politique de guerre? Tout ça fait partie de la politique de guerre, à partir du moment où... C'est-à-dire que la modularité des forces, c'est le cœur de la politique de guerre. C'est-à-dire que vos unités, quel est l'effectif de vos unités? Vous savez, quand vous regardez les défilés militaires en Corée du Nord, en Chine, vous voyez des effectifs, impressionnants. Mais avec le terrorisme, si vous faites ça, vous allez avoir des dégâts. Si vous faites tenir une position par un effectif important, parce que vous savez que les terroristes viennent par
colonie de 1000 motocyclistes terroristes, si vous faites pareil, si le corps à corps tourne à votre désavantage, vous allez avoir des pertes énormes. Donc on ne fait pas ça. On essaie de créer des unités plus petites, bien formées, bien équipées, plus mobiles. Donc nous avons aussi davantage dépensé pour acheter des équipements. Je pense qu'on n'a pas le choix. Les moyens qui ont été... Il y a beaucoup d'investissements. Il y a eu beaucoup d'investissements pour notre sécurité, beaucoup d'investissements. Vous savez, les protocoles pour acquérir les armes sont des protocoles parfois complexes. Il a fallu le leadership et l'audace du président Patrice Talon qui a essayé de bousculer un peu les habitudes et à certains moments d'exprimer son amertume pour que nous puissions, sans violer des codes, même réussir à avoir certains matériels militaires dont nous avons besoin. On avait aussi le recommandement aux côtés des troupes sur le terrain à maintes reprises. Bien sûr. Donc vous avez toute cette organisation qui a quand même permis à notre armée de pouvoir se tenir, on peut le dire, debout pour faire face au terrorisme. Vous savez, parfois vous avez à mener des opérations asymétriques, mais dans des environnements qui imposent à notre armée de respecter certaines dispositions des droits conventionnels pour ne pas faire de dégâts. Justement, j'allais en venir. Tout ça n'est pas facile à gérer. Comment cela est possible dans un contexte où c'est une lapalissade, les relations entre le Bénin et le Togo, entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Burkina Faso, si on peut même le dire ainsi aussi. Alors, comment on peut lutter de façon efficace contre le terrorisme lorsqu'il n'y a pas une bonne collaboration militaire? Collaboration militaire, vous faites allusion... notamment au point triple, par exemple. Oui, en fait, quand vous parlez de la collaboration, il faut retenir que les rapports entre États sont fondés sur des dynamiques qui intègrent des contingences géopolitiques. C'est-à-dire que vous avez deux États, aujourd'hui tout se passe très bien. Et du jour au lendemain, lorsqu'on rentre dans certains calculs géopolitiques, les relations se détériorent. Ce que je sais, c'est que il y a eu des événements qui ont peut-être amené les relations entre le Bénin et certains de ses voisins dans une zone de turbulence, mais le Bénin fait tout pour faire en sorte que nous repartions dans la zone de fulgurance en matière de rapports que nous entretenons avec nos voisins. Je comprends, j'ai une idée à peu près des événements auxquels vous faites allusion en parlant de la collaboration, de la qualité des rapports, mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que le Bénin fait preuve d'une humilité extraordinaire à travers le leadership de son chef et aussi à travers la gouvernance qui est instaurée à la tête de l'armée. C'est ça qui permet de tendre de façon permanente la main. On tend la main, mais la main, elle n'est pas reçue apparemment. Non, vous pouvez... on a l'impression quand même. Ça peut mettre du temps. Parce que lorsqu'il y a des... Mais est-ce que le fait que cette main met du temps ne résulte pas du fait que la coopération militaire entre le Bénin et la France est dénoncée par ces autres pays? Non. La France, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas le problème avec la France, il y a eu des faits, des événements qu'on peut expliquer ou qu'on ne peut pas expliquer, qui ont peut-être contribué à refroidir un tout petit peu les rapports entre le Bénin et certains de ses voisins. Mais je vous parlais tantôt de la main tendue du Bénin. Oui. Et cette main tendue, elle est illustrée par des faits concrets. Est-ce que vous savez que pour le défilé du 1er août prochain, parmi les pays invités par notre armée figurent le Niger et le Togo. Malgré tout, malgré tout ce que, toutes les appréhensions, tout ce que nous savons, les passes d'armes, les provocations, les réactions, les accusations, malgré tout ça, la main tendue du Bénin l'amène à faire des invitations. Est-ce qu'elles ont répondu favorable à cette invitation? Il faut attendre le premier. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison que
ces pays ne répondent pas. Et on attend peut-être le premier mot pour constater. Mais je pense qu'avant de faire une telle invitation, c'est qu'on sait que déjà derrière, il y aura les gens sont prédisposés pour répondre. Donc, en plus du Niger et du Togo qui sont invités, il y a aussi le Ghana et la Côte d'Ivoire qui font partie des 4 pays que notre armée a invités cette année pour participer au défilé du 1er août. Alors, sur la question de la France. Merci d'y venir. Oui. Voilà. Je n'exclus pas personnellement que la France ait pu commettre des erreurs. Comment? Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je dis je n'exclus pas parce que je ne veux pas être prétentieux. Je sais qu'il y a une certaine opinion, il y a des analystes qui l'affirment sans équivoque. Donc après, il faut prendre du recul en disant peut-être ce que les autres savent, vous ne le savez pas. Je n'exclus pas que la France ait pu avoir dans ces pays, dans sa coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des approches inappropriées ou qui ont compromis sa bonne foi et sa sincérité. Enfin, je n'exclus pas que la France ait pu se donner certaines libertés pour entrer dans des calculs géopolitiques. Quand je parle de calculs géopolitiques, c'est une grosse expression parce qu'il y a tout à l'intérieur. Comme je pense qu'on n'en aura pas le temps. Donc je n'exclus pas qu'elle ait pu se donner des libertés pour faire des calculs géopolitiques qui ont peut-être plombé ou compromis l'efficacité de son engagement. Mais ce que la France fait avec le Bénin, puisque c'est de ça que vous parlez, sur le chantier de la lutte contre le terrorisme, jusque-là apporte satisfaction à la partie béninoise. C'est ça la nuance qu'il faut apporter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une puissance a été accusée de ne pas être efficace à 1, 2 ou 3 endroits que lorsque nous disons, voilà, nous avons besoin d'expertise parmi nos partenaires, nous décidons de travailler avec la France, parce que la France, nous travaillons avec la France, nous travaillons avec le Canada, nous travaillons avec les États-Unis, nous travaillons avec l'Allemagne. Nous avons fait l'option d'une diversification de partenaires sur le chantier de la lutte contre le terrorisme. Certains de nos voisins ont fait des choix de partenaires exclusifs. C'est leur choix souverain. Ils en ont le droit. Mais je vous explique que le fait pour nous... Est-ce que nous travaillons avec la Russie? Nous travaillons avec tous les partenaires. De toutes les façons, le Bénin a une bonne coopération avec la Russie. Et cette coopération prend en compte un certain nombre d'éléments. Et de paramètres. Alors, un certain nombre d'éléments et de paramètres. Mais parce que vous parlez de la Russie, justement parce que vous savez que nos voisins ont choisi la Russie comme partenaire privilégié? Non, exclusif. Exclusif. Et je dis c'est un choix souverain. Au même moment, si nous avons fait le choix de partenaires diversifiés et que parmi ces multiples partenaires, il y a un qui a été rejeté de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas pour ça que nous ne sommes plus fréquentables. Ce n'est pas pour ça que on doit faire porter au Bénin les charges qui ne lui reviennent pas du tout. Donc, moi je pense même que le fait pour le Bénin de travailler avec la France sur la question de la lutte contre le terrorisme est une opportunité qui est donnée à la France de reconstruire son image, de corriger peut-être les erreurs qu'elle a pu commettre ailleurs et de se dire, parce qu'aujourd'hui, même lorsque vous suivez l'élite française, lorsque vous suivez l'opinion française, vous savez que les gens sont profondément dérangés par la façon dont la France est traitée dans le Sahel. Or, au départ, l'engagement, c'était un engagement, on peut le dire, a priori, au profit de la sécurité des peuples du Sahel. Comment un partenaire qui est arrivé pour vous apporter de la sécurité, du jour au lendemain, peut devenir un partenaire source d'insécurité? Il y a peut-être des choses à aller savoir, mais pour ce qui concerne le Bénin, la France, elle est là. C'est une coopération qui est fondée sur des valeurs, c'est une coopération dont
les termes du partenariat, dont les clauses de partenariat sont très claires. Chaque partie sait ce qu'elle a à apporter et je pense que jusque-là, il n'y a pas de déviance, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de soupçon. Il y a plutôt une certaine satisfaction du côté de la partie béninoise, du côté béninois, qui ne se cache pas, qui s'exprime lorsque vous échangez dans certains milieux. Mais Rachid Odio, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a vraiment besoin de ces pays-là, notamment le Burkina et le Niger, pour véritablement lutter de façon efficace contre le terrorisme. Ces pays-là font des accusations contre le Bénin et au sommet de ces accusations-là, pour ne pas dire l'essence de ces accusations-là, c'est la coopération militaire avec la France qui est dénoncée et décriée. Est-ce que quelque part, à un moment donné, le Bénin ne devrait pas peut-être renoncer à cela pour retrouver les bonnes communautés habituelles avec ces pays-là afin d'une lutte commune, si on peut le dire ainsi? Vous parlez de renoncement? C'est une interrogation que je pose. Pour un État souverain, je trouve que c'est même pas bon de le dire. Nous sommes un pays, nos dirigeants ont le devoir de nous apporter la sécurité. Ils frappent à toutes les portes où il y a de l'expertise. Ils travaillent avec tous les pays qui peuvent nous apporter de l'expertise, qui peuvent apporter une certaine contribution à nos efforts de production de sécurité. Ce qui est bien, c'est que le Bénin ne diabolise pas ses voisins parce qu'ils ont fait tel ou tel autre choix. Et je pense que le minimum que le Bénin mérite aussi de la part de ses voisins, c'est de ne pas être diabolisé parce qu'il a fait un choix qui n'est pas totalement dans le sens inverse, parce que le sens inverse aurait été le choix d'un partenaire exclusif qui serait le partenaire français. Nous avons fait l'option d'une diversité de partenaires en toute souveraineté. Et c'est parce que nous avons les moyens de faire en sorte que ce partenariat fonctionne dans l'intérêt supérieur de la sécurité de notre peuple. Donc, à partir de cet instant, il faut observer. Même vous aussi, je vous demande d'observer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. On n'exclut rien. Il faut être prudent, il faut être vigilant. Mais jusque-là, le partenaire français apporte satisfaction aux partenaires béninois sur le chantier de la lutte contre le terrorisme. Parlant de réseaux sociaux, vous avez sûrement lu comme moi que nos forces armées ont mené les 24 et 27 juin dernier, notamment une offensive qui a permis de tuer 6 terroristes, alors que ceux qui ont donné cette information n'ont publié que les images de 2 corps visiblement de terroristes gisant dans le sang. N'est-ce pas une très mince moisson comparée aux pertes que les terroristes nous ont infligées jusque-là? Monsieur Achiro, bon, j'aime bien vos caricatures lexicales parce que ça traduit aussi, disons, une certaine opinion. Et je suis d'accord avec vous. D'abord, vous parlez de 6 terroristes tués et vous vous dites alors qu'il n'y a que des images de décors, c'est bien ça? Oui, qui ont circulé. Moi, je me suis trompé. Non, d'abord, sur la question du nombre de terroristes tués, j'ai aussi lu effectivement sur les réseaux sociaux ce que vous venez de dire, mais c'est plus que ça. De toutes les façons, sur la base des informations que je tiens de certaines sources fiables, c'est plus que ça. C'est 3 fois plus. Ce sont exactement 21 terroristes qui ont été neutralisés dans la dernière semaine du mois de juin. 21 éléments terroristes neutralisés. Mais pourquoi l'armée ne nous en parle pas publiquement? En réalité, il ne s'agit pas de 2 opérations. Il s'agit d'une campagne spéciale axée sur, d'une campagne spéciale avec comme orientation faire de l'offensive qui a été déroulée à partir du 23 juin et qui s'est achevée exactement le 29 juin. Et dans cette période, vous avez eu beaucoup d'opérations qui ont été menées. C'est vrai que certaines sources ont beaucoup plus rapporté les opérations des 24 et 27 juin, mais c'est une suite d'opérations qui a permis de meubler cette campagne. Alors, mais pourquoi on ne nous en parle pas? Non, justement, parce que vous avez vu ce que vous avez commencé par dire. Vous avez dit que même ceux qui ont annoncé qu'il y a eu la mort de 6 terroristes n'ont pu montrer que des corps. Or,
l'armée ne vous montrera jamais des corps de terroristes tués parce qu'elle est une armée républicaine, elle est une armée légale, elle reste une armée respectueuse d'abord de la dignité humaine, mais également des engagements internationaux de notre pays. Vous savez que en matière de guerre, ce n'est pas parce que vous faites face à un ennemi qui n'a pas de foi, qui n'a pas de loi, qui n'a pas de morale, pas d'éthique, pas de déontologie, qu'il le fait pareil. Autrement, si vous faites exactement comme les organisations terroristes qui exhibent les corps de nos soldats, ça suppose que vous n'êtes pas aussi loin de ces organisations, en tout cas sur la psychologie, en tant qu'armée régulière. Et vous savez très bien que les 4 conventions de Genève adoptées en 1949 qui définissent l'essentiel du droit international en matière de guerre, avec les protocoles additionnels de 1977, ne permettent pas à une armée de faire ça. Ce n'est pas possible. Ensuite, peut-être que l'armée se dit, puisqu'elle ne veut pas exhiber des corps, à quoi ça sert de venir vous dire qu'on a neutralisé 21 terroristes, alors que le 8 janvier, nous avons été frappés durement, alors que le 17 avril 2025, nous avons été encore plus durement frappés, alors que jusque-là, la balance n'est pas encore équilibrée en termes de pertes. Je pense que vous avez dit que c'est une mince moisson. Je vous concède cette appréciation. Oui, c'est un exploit modeste, mais réconfortant, mais encourageant pour le moral des troupes. Vous ne savez pas à quel point cette petite victoire contribue à relever considérablement et significativement le moral de nos troupes. Parce que le plus dur dans cette guerre contre le terrorisme, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des hommes, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des moyens, c'est le moral des troupes. Abdelkader, lorsque vous êtes soldat, parce que vous êtes soldat de l'information, si vous êtes à une position, vous appartenez à une unité de renfort, on vous dit, lorsque telle position est attaquée, c'est vous qui irez en renfort. Et alors qu'à peine l'attaque a commencé, les terroristes sont trop forts. C'est pendant l'attaque qu'ils envoient des informations erronées à leur relais qui essaient quand même de faire la diffusion à travers plusieurs canaux. Si vous êtes en position de renfort et que vous lisez qu'on est en train de faire des dégâts dans vos rangs, dans une position que vous êtes supposé aller renforcer, on vous déploie, vous n'avez pas le moral optimal pour vous déstabiliser, bien sûr, pour mener efficacement votre mission. Donc le fait, au moins pour l'armée, les soldats qui ont été déployés dans cette campagne spéciale qui a permis de neutraliser 21 terroristes, le fait de voir au moins au sol les corps de ces terroristes, vous ne savez pas ce que ça leur fait. Mais il ne faut pas qu'on s'attende à ce que notre armée, qui est une armée digne, vienne exhiber les corps des terroristes. Mais je finirai sur cette question en vous disant, mais est-ce que vous savez encore que sur cette campagne spéciale, l'apport de nos partenaires en termes de partage de renseignements a été déterminant, notamment du partenaire français. Oui, parce que pour mener une offensive, vous avez besoin de savoir où se trouve au moment où vous voulez lancer des assauts, les endroits où se trouvent exactement les groupes terroristes, qui sont aussi ultra mobiles, qui ont des moyens pour se rendre invisibles, que ce soit des moyens explicables ou inexplicables. Alors, pour pouvoir suivre leur communication, suivre leur mobilité et les repérer à un moment T, à un endroit précis et frapper, ça demande pas uniquement de moyens militaires, mais des expertises et une certaine ingénierie de guerre que nous n'avons pas nécessairement et que nos partenaires essaient de nous apporter. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand nous faisons le choix d'un partenaire, essayons de voir ce que ce partenaire nous apporte. Et justement, tous nos partenaires nous aident beaucoup plus en matière de renseignement. Et dans cette campagne spéciale, nos partenaires ont été quand même, on peut le dire, d'une contribution efficace, précieuse. Et ça, il faut le reconnaître. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Il faut surveiller tous les partenariats et voir dans chaque partenariat ce que nous gagnons.
Merci à vous, Rachidi Odjo. Nous sommes à la fin de cet entretien. On retiendra de votre passage que l'ennemi est invisible et imprévisible. Et l'autre chose que vous avez dit qui est très importante, c'est que le moral de la troupe est prépondérant, notamment dans cette guerre contre le terrorisme. J'ajouterai aussi que la coproduction de la sécurité aussi est quand même une chose quand même à priser, n'est-ce pas? Oui, parce que dans cette notion, il y a quelque chose qui est évident, c'est la responsabilité des forces de défense et de sécurité. Mais il y a quelque chose qui n'est pas très évident, c'est la responsabilité des bénéficiaires de la sécurité que nous sommes, vous et moi. Qu'est-ce que nous faisons pour jouer notre partition, pour apporter notre contribution dans ce processus de coproduction de la sécurité? Parfois, ce sont de petits gestes qui nous sont demandés, c'est de petites privations qui nous sont demandées, ce sont des choses que nous aimons bien faire, qu'on nous demande de ne pas faire à certains moments. Et je pense que avec un esprit républicain et un peu de patriotisme, on peut se soumettre sans contrainte à ces privations au nom de la coproduction de la sécurité. Vous savez, depuis toujours, il y a un vieux débat sur la sécurité et la liberté, c'est-à-dire où se trouve l'équilibre. Est-ce qu'il faut plus de liberté pour moins de sécurité? Est-ce qu'il faut plus de sécurité pour moins de liberté? Il faut faire l'équilibre. Et parfois, sur la question de la sécurité, il y a certains pans de nos libertés que nous pouvons ne pas être en capacité d'avoir, dont nous ne pouvons pas jouer à certains moments, pour faire en sorte que sur le pan de la sécurité, nous puissions avoir plus de sécurité. Je ne demande pas qu'il faut compromettre les libertés, je demande qu'il faut faire l'équilibre entre la liberté et la sécurité. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez pour son 5e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le 1er août prochain, le dernier de Patrice Talon? Non, chaque fois que nous célébrons en tant que président de la République, de l'indépendance, en tant que président de la République. La fête de l'indépendance, moi j'ai une seule attente, c'est de voir soit dans la préparation ou même le jour du défilé, un élément qui nous permet de dire que nous avons fait un pas en avant sur la question de l'indépendance et de notre souveraineté. Vous savez, l'indépendance, après qu'elle est acquise, il faut la consolider, il faut l'entretenir, il faut même la mériter après que vous l'aviez acquise. C'est-à-dire que nous sommes un État indépendant, tout le monde le sait. Maintenant, il faut continuer à travailler à mériter cette indépendance. Et mériter cette indépendance, c'est de faire en sorte que tous les sujets, tous les domaines dans lesquels nous ne sommes pas encore totalement, dans lesquels nous sommes encore un peu dépendants, de faire en sorte que nous réduisions notre dépendance. Et cette année, je peux vous dire avec beaucoup de satisfaction personnelle que contrairement aux années antérieures, notre génie militaire a monté entièrement de bout en bout la tribune officielle. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais je pense que c'est aussi notre manifestation de notre indépendance parce que ces dernières années, nous avons dû recourir à l'expertise étrangère pour pouvoir, vous savez, la tribune officielle, c'est beaucoup de détails. Ce n'est pas que des ferrailles que l'on essaie de structurer, qu'on assemble avec des machines. Non, il y a une expertise de précision à l'intérieur. Et cette année, c'est le génie militaire béninois qui a procédé entièrement au montage de la tribune officielle. Non, c'est louable et salutaire, c'est encourageant, c'est la preuve que nous faisons des efforts chaque fois pour être plus indépendants. Et je pense que si le 1er août, je vois encore d'autres fêtes, d'autres événements, d'autres manifestations de notre indépendance, je serai davantage ravi et heureux. Merci à vous, Rachidi Odjo, pour ce moment d'échange. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique et publique. Merci à vous. C'est pas facile de vous faire sortir quand même. Oh, ce n'est pas si difficile, sauf que quand on n'a rien à dire, ce n'est pas la peine de se pavaner de plateau de télévision. Mais parfois on a à dire, mais on veut juste observer. Non, ça suppose qu'on n'a rien à dire. Parce que, non, je vais vous expliquer. Quand vous observez, ça suppose que de votre observation, vous voulez recueillir des informations pour enrichir votre parole plus tard. Donc quand on est à l'étape d'observation, c'est qu'on n'est pas encore en capacité de parler.
C'est ça. Merci à vous, Rachid Diodio. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique et publique. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain pour le numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des heures.